Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Bal Sanglant, la nouvelle chronique de Méridien Zéro. Vous nous retrouvez, l'ami Julien et moi, mais alors absolument pas pour évoquer les affaires de presse, la politique, les médias, parce qu'il n'y a pas que la politique et les médias dans la vie. Il y a plein d'autres choses qui nous passionnent, et notamment la littérature, en particulier pour Bal Sanglant, le polar, le roman noir, français et étranger. Et on voulait vous offrir, par l'intermédiaire de cette chronique, la possibilité pour ceux qui ne le font pas encore, d'aborder les rivages de la littérature policière et du roman noir, qui sont d'excellents vecteurs pour aimer les livres et pour aimer la lecture et la littérature. Oui, alors, bonjour. Oui, c'est une émission évidemment qui se fera sous forme de chronique. Soyons bien clairs dès le départ, c'est en amateur, peut-être éclairé, mais en amateur que je parle aujourd'hui, amateur d'un genre littéraire qui a longtemps été considéré comme mineur. C'est un genre littéraire qui était considéré un peu comme de la littérature de gare, le truc qu'on emmenait sur la plage ou pour faire un parcours en train, pour pas trop s'ennuyer. Mais ce genre littéraire a ses propres spécificités et il a aussi une caractéristique tout à fait particulière dans l'édition française, c'est qu'il est en pleine expansion. Il faut savoir que dans l'année 2015, il y a eu 13 millions de polars sous format de poche qui ont été vendus et 5 millions de polars sur format, on va dire, plus classique. Donc c'est un phénomène qui est loin d'être neutre et qui est en bonne santé quand on voit par exemple qu'une personne comme Fred Vargas, dans son opus Les Temps glaciaires, a vendu 468 000 exemplaires, ou quand dans l'ouvrage de Le Train de nuit d'une auteure anglaise a flirté avec les 370 000 exemplaires, on se rend compte de la puissance de ce type de littérature. Alors, si cette littérature m'intéresse, je ne veux pas non plus tomber dans les éternels professionnels du sujet qui subdivisent entre le roman d'énigmes, le thriller, le roman noir, le thriller à moitié polar, le polar à moitié thriller, sans oublier les thrillers ésotériques, etc. Moi, ce qui m'intéresse globalement, c'est dans le polar, c'est qu'il a au moins trois vertus finalement assez simples. D'abord, le polar, hormis peut-être le polar ésotérique, c'est la description plus ou moins bien faite du monde tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. La littérature policière, c'est finalement la littérature du fait divers, celui que vous retrouvez dans vos journaux. Oui, ce sont des peintures d'humanité, de différentes humanités à différentes époques. Voilà, et ça se souvent tout à fait de différentes époques, y compris d'ailleurs dans les polars à vocation historique, comme ça peut se faire. Il y a une deuxième chose qui est très simple à retenir sur le polar, c'est que il y a généralement dans le polar, il n'y a pas 40 solutions, quoi. Il y a le bon ou les bons, et puis il y a les méchants. Donc c'est une littérature effectivement assez manichéenne, mais qui n'est pas exempte parfois de finesse et de zones grises. Et puis il y a un troisième élément que je ne peux pas oublier, c'est des descriptions ou de paysages, ou de psychologie de personnages qui n'ont absolument rien à envier à des auteurs de la littérature dite noble. Là, je suis en train de lire par exemple un livre de R.J. Ellory qui s'appelle Les 9 cercles, et je crois que j'ai rarement lu un livre aussi beau dans sa description de la guerre. Là, en l'occurrence, le prétexte est la guerre du Vietnam, mais ça pourrait être de toutes les guerres. Et il y a parfois des pépites au-delà même de ce qu'on peut penser sur l'énigme, sur l'inspecteur alcoolique ou le détective privé en rupture de ban, quoi. Donc c'est ça qui m'intéresse. Il y a une dernière chose que je voudrais dire.
avant de parler de deux choses, je tiens à rendre hommage aussi aux traducteurs. Je trouve que les traducteurs, puisqu'il y a quand même énormément de polars qui sont d'origine étrangère, et on sait par exemple sur les polars scandinaves ou les polars évidemment anglo-saxons ou allemands, je trouve que les traducteurs ont un énorme mérite pour bien rendre certains climats. On en parlera tout à l'heure quand j'évoquerai un auteur islandais. Donc voilà, pour cette première chronique, je vais à la fois pas faire dans ce que je préfère, mais que je me dis que je ne pouvais pas ne pas traiter. C'est en l'occurrence un livre qui est en librairie, qui s'appelle Inhumaine, de Patricia Cornwell. Alors Patricia Cornwell est une auteure régulière, pour ceux qui connaissent, de best-sellers depuis maintenant presque 25, voire 30 ans, depuis qu'elle avait sorti son premier livre, qui a été refusé à 7 reprises d'ailleurs. Son premier livre s'appelait Post-Mortem. Et donc cette personne, donc cette auteure américaine, au cours de ses différents ouvrages, raconte les enquêtes d'une anatomopathologiste qui s'appelle Kes Carpeta, avec toujours des personnages récurrents, ce qui est une chose qu'on trouve assez souvent dans les polars, c'est-à-dire un acteur principal, un enquêteur et avec son adjoint. Alors après, ça peut être un journaliste, ça peut être un homme, une ça femme, peut être un lieutenant de police, ça peut être un homme, une femme, et là, c'est souvent avec sa nièce qui présente la caractéristique d'être être homosexuel, ce qui est aussi d'ailleurs Patricia Cornwell qui se projette dans cette jeune femme. Et si je parle de cet ouvrage Inhumaine, c'est d'abord parce que vous le verrez forcément sur toutes les plages cet été. Il est déjà évidemment en librairie, mais aussi parce que Patricia Cornwell en fait initie un mouvement qui dépasse totalement le cadre d'un livre policier. C'est-à-dire que Patricia Cornwell, c'est elle qui est un peu responsable, j'allais dire coupable, de séries américaines que vous voyez sur vos écrans, où la moindre cellule ADN... en surdose. D'ailleurs. Voilà, on les voit en surdose, les experts, je sais pas quoi. Ouais, qui ont même donné des appendices français. Oui, tout à fait, on a eu même des transcriptions françaises. C'est elle qui initie ça. C'est-à-dire que Patricia Cornwell, le cœur de son raisonnement, depuis le début, c'est bien sûr le caractère de médecin légiste qu'elle est, c'est-à-dire que son auteur, que son acteur est, donc Kes Carpeta, donc la dislocation des fibres humaines n'a pas de secret pour elle, et par ailleurs, tout ce qui concerne l'informatique et les nouvelles technologies n'a pas de mystère pour elle. Donc elle base l'essentiel de son raisonnement et de son intrigue sur des domaines soit de médecine, soit d'informatique. C'est systématique. Et c'est ce qu'on retrouve sur toutes les séries télévision aujourd'hui. Donc la lire, je la lis comme une vieille copine parce que j'ai lu son premier livre et au fil du temps, j'ai dû pas tout lire, mais j'ai dû lire la moitié ou les trois quarts de ce qu'elle a produit. Et je retrouve ce penchant parfois même à la trop grande méticulosité. C'est-à-dire qu'elle rentre tellement dans les détails que je peux croire tout à fait réel, mais que parfois elle largue le lecteur complètement. Donc c'est pour ça que j'ai un regard sur elle à la fois intéressé par les mouvements qu'elle initie, mais aussi parce que je me dis que ce qu'elle écrit, c'est ce qu'on va voir dans 3, 4 ans, 5 ans à la télévision. Et ça, on ne peut pas passer à côté d'elle. Pour le reste, son roman, donc Inhumaine, est un roman assez classique. Elle est à la poursuite, Kes Carpeta est à la poursuite d'une tueuse en série. Tueuse en série qui est, alors ça c'est l'originalité des choses, tueuse en série qui est récurrente, c'est-à-dire qu'à la fin du livre, elle est toujours vivante, la tueuse en série, donc on va la retrouver certainement le coup d'après. Et ce qui m'a un peu gêné dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, se succèdent des huis clos. C'est-à-dire que à un moment, les personnages principaux s'enferment, et ça dure longtemps, ça dure 80-100 pages, et d'où
ce que certains lecteurs considèrent être comme du blabla ou de la répétition permanente. Maintenant, on ne peut pas nier son talent d'écrivain. Ce que moi je regrette, c'est que ça manque d'ambiance, et là on va en parler de façon tout à fait différente dans le sujet suivant, mais ça manque d'ambiance, c'est-à-dire que l'action se passe, il se trouve dans le Massachusetts, mais il pourrait se passer n'importe où ailleurs, dans n'importe quel État des États-Unis, voire ailleurs. C'est-à-dire qu'elle ne contextualise pas, elle ne s'appesantit pas sur les personnages, voilà. Donc je passe à un autre registre qui est un peu différent, qui est celui de Arnaldur Indridason. Arnaldur Indridason est un auteur de polar islandais. Comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, qui est un prof d'histoire à la base, qui doit avoir à peu près une 60aine d'années. Et il a ce grand mérite pour moi, au-delà des intrigues, là aussi, de faire découvrir l'Islande. C'est en fait un super huis clos, alors là pour le coup, qui mérite bien son nom dans cette île de 300 000 habitants, mais qui nous fait découvrir l'histoire de l'Islande, ses problèmes pendant la Deuxième Guerre mondiale, ses problèmes pendant la guerre froide, tout ça sous le prétexte. C'est un sujet qui revient beaucoup oui. Dans le polar en ce moment. Oui, c'est tout à fait. Ouais. C'est assez récurrent et il le fait de façon intelligente via même chose. C'est un commissaire qu'on retrouvera tout le temps, c'est le fameux commissaire Erlendur qui résout des énigmes, mais qui à chaque fois le replonge dans le passé, qui nous plonge dans la géographie de l'Islande, dans les intempéries islandaises, et c'est assez, pour les amateurs, c'est assez passionnant. Sur ces personnages, il décrit bien, contrairement à ma petite copine précédente, les passions, les déceptions, les peurs, toutes les obsessions de ces personnages. Et il y a un point commun dans l'ensemble de ces énigmes, c'est aussi ce sentiment de vengeance qui apparaît assez systématiquement. C'est-à-dire que par rapport à l'histoire, bien souvent. Il en est à combien d'ouvrages Écoute, il y a des ouvrages qui n'ont pas été traduits en français, je suis assez surpris, en particulier son premier ouvrage, mais je dirais qu'il y en a une dizaine, dont le plus, si je dois en conseiller un, puisque c'est aussi un peu le but du jeu ici, oui. C'est L'Homme du Lac, d'Arnaldur Indridason, c'est en poche. Hein. D'une façon générale, j'aurais plutôt tendance à conseiller des bouquins de poche faciles à appréhender. Donc, c'est assez intéressant parce que, au-delà du fait qu'il est islandais, il a expliqué un jour, en fait, le bouleversement que son arrivée sur le marché des livres en Islande avait produit, parce que, en fait, en Islande, il disait, il se passe rien. C'est-à-dire qu'il y a très peu de faits divers, il y a très peu de crimes, etc. Donc, il a importé un genre dans une société qui était, pour reprendre son terme, une société qui était innocente, l'innocence de la société. Et donc, je trouve que c'est vraiment un livre agréable à lire et à comprendre le phénomène de l'Islande. Voilà, donc c'est les deux ouvrages que je voulais mettre en lumière aujourd'hui, et en particulier, vous l'avez compris. Donc Cornwell, plutôt que Cornwell, mais que j'ai plutôt cité on va dire par courtoisie. Elle est quand même baptisée la reine du crime. La reine du crime. Bon, voilà. Ça c'est du grand tirage, mais après Indridason, c'est effectivement cette plongée dans l'Islande qui est dans l'Islande profonde, et son rapport au monde, son rapport à l'histoire, la société islandaise, et ça c'est passionnant. Tout à fait. Voilà. Bon merci beaucoup Julien pour ce premier éclairage de Bal Sanglant. On reviendra bientôt effectivement de manière assez périodique pour vous présenter d'autres ouvrages. À très bientôt.